De 1985 à 1991, c'est Mikhail Gorbatchev qui est au pouvoir en URSS. Sa stratégie se résume en 3 mots. Glasnost, perestroïka et ancrage, tentative d'ancrage. Glasnost, tout le monde s'en souvient, mais ce mot est mal traduit. Souvent, glasnost, c'est une stratégie qui consiste à remettre le Kremlin en position d'avoir le contrôle du verbe, le contrôle du discours. Pour cela, parce qu'on sait que la presse soviétique ment souvent, manipule, on réinjecte du sens en donnant, à travers des révélations sur la prostitution, la toxicomanie, les accidents d'avion ou de train, en redonnant du sens et de la valeur. On injecte, à travers le discours de la perestroïka, un discours sur la réforme, qui dit « vous êtes les Européens et plus largement les Occidentaux des gens formidables, la démocratie, l'économie de marché, on veut devenir comme vous ». Et l'objectif, c'est de mettre en place une stratégie d'ancrage pour attirer les crédits occidentaux, ce qui ne tarde pas. La dette soviétique est multipliée par 3 entre 1985 et 1991, et les Européens portent 75% de l'effort sur les épaules, et en même temps faire fuir les capitaux soviétiques à hauteur de près de 100 milliards de dollars pour être en position de force. Et on fait ainsi une double clé de bras aux Européens quand, le 4 décembre 1991, on suspend artificiellement la dette soviétique, artificiellement parce qu'il y a de l'argent à l'abri qui pourrait permettre de la remplacer, mais ça permet de mettre l'URSS en position de suspension de paiement et d'obliger dans les temps qui viennent les Occidentaux à concéder des rééchelonnements de dettes qui sont largement discutables. Entre-temps, l'Union soviétique implose le 8 décembre 1991. C'est donc une stratégie brillantissime qui a en partie échoué cependant. Vladimir Poutine est nommé par Boris Yeltsin après des années difficiles pour la Russie, les années 90, où la Russie a mis un genou à terre. L'objectif de Poutine, qui est bientôt élu en 2000, c'est de redonner à la Russie son rang de puissance. Les missiles n'ont plus aucun intérêt, ou presque plus aucun intérêt dans ce moment-là, et l'objectif est d'utiliser l'énergie. L'énergie, les hydrocarbures, dont la Russie est très bien pourvue, gaz, pétrole, deviennent le moyen de rebond utilisé par Vladimir Poutine. Alors, première manière de faire, il reprend en main le secteur énergétique qui avait été en partie cédé par Yeltsin à des concessions étrangères. Les compagnies étrangères se voient soit mises à la porte, soit obligées d'accepter des conditions plus difficiles, et les autorités russes, les entrepreneurs russes, reprennent la main sur l'énergie russe. Deuxième élément, la prise de contrôle des voies d'exportation. La Russie exporte vers l'Union européenne beaucoup de ces hydrocarbures, mais pour cela, elle doit passer notamment par l'Ukraine, la Biélorussie et indirectement ensuite la Pologne. Et la Russie ne veut plus dépendre de ces pays pour exporter. Résultat, Vladimir Poutine met en place, à compter de 2005, un processus long et difficile qui conduit à la construction d'un gazoduc qui échappe à l'Ukraine et à la Biélorussie, un gazoduc qui passe par la mer Baltique, par voie sous-marine, et qui arrive directement en Allemagne, l'Allemagne qui est le premier pays consommateur de gaz pour ce qui est de l'UE, de gaz russe. On a donc contourné l'Ukraine, contourné la Biélorussie, on s'est remis en position de force et indirectement, le Kremlin a réussi à tuer dans l'œuf le projet européen de gazoduc Nabucco, ce qui remet la position de la Russie en position favorable. Et la Russie est donc en position de s'ancrer, puisqu'elle est en position de force par rapport aux Européens qui sont dépendants de son gaz, qui se sont rendus dépendants, bien évidemment. Troisième élément de cette stratégie, l'investissement. Grâce à la hausse du prix du gaz et du pétrole, la Russie a des caisses pleines. Elle peut rembourser sa dette, d'ailleurs, héritée de l'époque soviétique, et elle peut aussi investir dans le marché européen, dans des sociétés qui sont des sociétés de communication, de transport ou de mise à disposition du public de l'énergie. L'objectif, c'est de contrôler l'ensemble de la chaîne, de la production à la consommation, en passant par les tuyaux d'exportation. Et cette stratégie est nourrie par des fonds d'investissement souverains, en partie alimentés par le gaz et le pétrole, dans leurs bénéfices, bien évidemment. C'est un objectif qui ici est cohérent avec la stratégie soviétique, c'est toujours se mettre en position de force, ancrer la Russie
à l'Europe de l'Ouest, qui maintenant s'appelle pour l'essentiel Union européenne et non plus CEE. Bien sûr, il y a des différences, bien sûr, il y a des ruptures, mais cette continuité stratégique sous l'angle de l'ancrage de la Russie à l'ouest du continent est importante à mentionner alors qu'on s'approche du 20e anniversaire de la disparition de l'URSS. L'Union européenne est à la fois divisée et lente à comprendre. Divisée parce que tout simplement les États membres de l'UE, 27, n'ont pas les mêmes intérêts, même s'ils ne l'avouent pas, n'ont pas le même niveau de dépendance à l'égard des énergies russes, n'ont pas le même niveau d'ambiguïté entre le discours et les réalités. Et puis il n'y a pas seulement les gouvernements, il y a aussi les entreprises qui jouent un rôle en la matière et qui ont évidemment leur mot à dire. Le résultat, c'est que l'Union européenne a mis beaucoup de temps à comprendre ce qui était en train de se mettre en place. La Russie a joué du bilatéral avec beaucoup de talent pour essayer de ne pas avoir à faire face à une position commune. Et l'Union européenne n'a pas été capable de mettre en place le gazoduc Nabucco à ce jour. Il faut attendre 2010 pour que l'Union européenne prenne des mesures pour mettre en difficulté Gazprom dans sa stratégie d'acquisition d'actifs. Ça passe par une directive de l'UE sur le gaz qui impose le découplage entre les activités de production, la distribution et le transport. Depuis quelques mois, les États membres de l'UE sont en train de mettre ça en place. Et bien évidemment, on peut penser que les Russes vont faire tout le nécessaire pour essayer de contourner cette difficulté. L'idée, c'est qu'il faut remettre de l'équilibre. D'un côté, l'Union européenne a ouvert largement son marché de l'énergie et en même temps, la Russie, de son côté, tout en tirant bénéfice de l'ouverture du marché européen, empêche les Européens d'accéder comme ils le voudraient avec toutes les garanties nécessaires aux ressources russes. Il y a donc une inégalité qu'il convient de remettre à plat. C'est un débat long et difficile et technique. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une tendance russe à s'ancrer à la sphère de prospérité ouest-européenne, ce qui est bien compréhensible, et en même temps on peut regretter que les Russes ne puissent pas en eux-mêmes toute l'énergie nécessaire et toutes les compétences pour rebondir et construire de façon légitime leur puissance ou leur aspiration à la puissance. Les Russes sont un peuple remarquablement intelligent, avec des élites tout à fait bien formées, et ils pourraient faire autre chose que s'ancrer à leur voisinage. Ils ont toutes les ressources nécessaires pour construire leur avenir. Et c'est ce qu'on leur souhaite.